Bienvenue, ici nous allons voir 5 architectures logicielles modernes. Donc nous avons tout d'abord l'architecture microservices. Ici, les microservices sont des fonctionnalités bien précises, par exemple l'authentification. Donc nous pouvons avoir comme service A pour l'authentification, donc qui va exposer un API REST que l'utilisateur peut accéder. Et nous avons un autre microservice B qui va concerner le paiement. Donc ce microservice ne fait que le paiement. Donc, et ensuite nous avons un microservice C par exemple qui va concerner la facturation. Donc ce sont des services totalement indépendants, que leurs bases de données sont indépendantes et nous pouvons arrêter un service sans impacter l'autre. Si l'utilisateur essaie d'accéder par exemple à un paiement, donc de tickets par exemple en ligne, et il se trouve que l'application du ticket est structurée, donc utilise l'architecture de microservices, nous allons avoir l'utilisateur qui va se connecter d'abord, donc en utilisant par exemple un microservice qui utilise l'authentification de Google par exemple. Et après avoir utilisé ce microservice, il se connecte et il passe au microservice qui va permettre de payer. Donc c'est un microservice qui gère par exemple PayPal. Donc l'application va avoir un microservice qui gère uniquement le paiement avec PayPal. Après avoir payé, donc l'application a un autre microservice qui gère la facturation, qui va générer, donc en fonction du montant et en fonction du produit acheté, ou bien voilà le ticket ici, et va générer un fichier PDF donc pour la facture et mettre les informations de l'utilisateur sur le fichier PDF qui suivra la facture. Donc ainsi nous avons une architecture microservice au lieu de regrouper tout dans une seule application, de telle sorte que si on arrête voilà la fonctionnalité d'authentification, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Non, ici, même si par exemple la fonctionnalité de facturation ne marche plus, l'utilisateur peut quand même payer, mais l'utilisateur ne pourra pas avoir une facture. Donc, et on peut résoudre le problème sur le microservice de la facturation sans arrêter les autres services. C'est l'architecture microservice. Ensuite, nous avons ici une architecture fonctionnelle. Donc l'architecture fonctionnelle est aussi appelée donc l'architecture serverless. Donc nous allons utiliser tout simplement une fonction lambda, donc hébergée à quelque part, dont nous allons utiliser sans avoir besoin de posséder un serveur. Nous n'allons pas avoir besoin de posséder le serveur, c'est uniquement, donc nous n'avons pas besoin de toute l'infrastructure, c'est uniquement la fonction. Donc ensuite nous avons l'architecture en couche. Donc c'est cette architecture que nous avons utilisée sur notre projet CRUD. Et ici nous avons le domaine qui est carrément en bas. Donc le domaine, c'est directement lié à la base de données et aussi aux API qui vont apporter des données, donc des API externes, des web services. Et ensuite nous avons la couche repository, donc qui va accéder directement à la base de données et exposer donc des requêtes. Donc ça va exposer des requêtes sous forme de Java
donc qui seront transférés en base de données sous forme de requête SQL. Et ensuite, nous avons au-dessus la couche service. Ici, c'est le business logic, c'est tout ce qui est algorithme. Donc ici, nous allons élaborer donc le business logic, ce qui est la logique métier. Et carrément au début, donc nous avons le contrôleur. Donc nous avons le contrôleur ici qui va exposer des API web. Donc dans cette architecture, nous notons que chaque couche pour accéder à quelque chose doit demander à la couche suivante. Par exemple, nous n'allons pas utiliser le contrôleur pour accéder au repository. Donc nous allons utiliser le contrôleur passer par le service avant d'accéder au repository. Ainsi de suite. Le service aussi ne va pas directement interroger la base de données. Le service va passer par le repository avant d'interroger la base de données. Donc ça, c'est l'architecture en couche, layer. Ici, nous avons l'architecture des événements. Donc ici, nous pouvons dire event-driven architecture. Donc ici, c'est une architecture orientée événements. Donc au centre, nous avons donc le bus d'événements. Et nous avons des producteurs d'événements. Donc ça peut être voilà, des applications. Donc des applications qui produisent des événements. Et nous avons des applications qui vont consommer ces événements. Donc notamment ici, donc disons, nous avons une application réseau social et il y a en fait des groupes, donc des groupes qui postent des messages. Par exemple, dans le réseau social, nous avons différents groupes et dans un groupe, des utilisateurs sont en train d'envoyer des messages. Donc, à ce moment, nous pouvons prendre ceux qui postent les messages comme des producteurs, donc des producers, et donc de manière simplifiée, donc je donne en fait la vision globale de la chose. Donc les utilisateurs qui postent les messages vont produire des événements, donc, notamment de messages postés, et les consommateurs donc qui seront aussi des utilisateurs de la même application vont rester à l'écoute, donc ils vont consommer les événements. Donc s'il y a de nouveaux messages, donc ils vont être notifiés. Donc, et précisément, on utilise des outils tels que Kafka ou bien RabbitMQ pour faire ce genre de manœuvre. Ensuite, nous avons l'architecture hexagonale. Dans l'architecture hexagonale, nous avons tout au centre donc la logique métier, donc avec les entités et les repositories et surtout les algorithmes, donc qui est au centre. Ensuite, nous allons avoir donc des adapteurs primaires qui concernent les contrôleurs avec HTTP, donc les endpoints avec l'API REST, et nous avons le console CLI console. Ensuite, nous avons les adapteurs secondaires, secondary adapters. Nous allons avoir un service mail, donc un broker et surtout une base de données SQL par exemple. Donc le broker ici, ça peut être RabbitMQ, Kafka, voilà. Et le service tiers, ça peut ne pas être un service mail, ça peut être un service de paiement par exemple. Donc c'est ainsi que est représentée une architecture hexagonale. Et hexagonale ici parce que nous voyons en fait voilà,
en forme de 6 faces, comme l'hexagone de la France aussi. Ainsi s'achève la vidéo. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Merci.